pourrais dire d'autre? Je répondrai à vos questions, mais je voudrais dire que j'ai commencé, je me suis, mettons, je suis tombé amoureux de Pasternak, en particulier de sa poésie, dès la première rencontre, évidemment, pas tout de suite à la lecture de Ma sœur la vie, mais ensuite, lorsque j'ai continué à lire ses autres poètes, etc., il est devenu pour moi, d'une certaine façon, l'incarnation de la poésie même, de quelque chose que je n'avais jamais rencontré dans la poésie française, précisément ce qui probablement n'est pas vraiment possible dans la poésie française, cette espèce de coïncidence immédiate entre l'expression et la sensation. Je dis bien la sensation, c'est-à-dire quelque chose qui est antérieur au sentiment, qui n'a pas la formulation du sentiment et qui est par conséquent difficile à exprimer. Et donc, pour Pasternak, et je crois d'une certaine façon il a raison, la poésie, c'est-à-dire précisément cette espèce de maîtrise du langage à un niveau qui est en quelque sorte pré-conceptuel, est l'élément essentiel. Moi, c'est ce qui m'avait frappé. Alors, c'est ce que j'ai essayé ensuite, dans mes traductions, de rendre en français. C'est ce qui fait, alors là, le problème qui s'est posé à moi avec les traductions de Pasternak, c'est que, au fond, j'ai emprunté un chemin qui est assez rare chez les traducteurs français de poésie étrangère, et en particulier de poésie russe. C'est-à-dire, j'ai essayé de rendre, avec l'idée que, ça c'est une chose que Pasternak écrit aussi dans une lettre à un ami, lorsque cette espèce au fond, de possession de la forme, qui n'est pas pour lui la forme, qui est simplement la sensation telle qu'elle est formulée dans la poésie, qu'elle est en quelque sorte immédiate, d'une certaine façon, et que c'est elle qui représente ce qu'il appelle l'inspiration. Dans cette lettre, il n'utilise pas très souvent le mot, mais c'est un peu l'inspiration pour lui. L'inspiration est verbale, en même temps que, mettons, liée à des sensations, des sentiments exprimés. Donc, voilà. Alors, j'ai essayé de le rendre. Alors, je disais, oui, j'avais abordé un peu un sujet un peu différent, qui est le fait que c'est très difficile en français, étant donné la nature même du français, qui est une langue beaucoup moins proche de la sensation, justement, que le russe. Le russe est beaucoup plus spontané, d'une certaine façon. Le français est très intellectualisé, très abstrait, d'une certaine façon. Donc, c'est assez difficile, et pratiquement impossible, de rendre cette espèce de sensation du réel en français. Néanmoins, il m'a semblé, dès le départ, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé mes traductions, les premières traductions parues dans l'esprit, étaient écrites dans cet esprit-là, que ne pas tenir compte de cette espèce de présence de la forme, en tant qu'elle est donnée par l'histoire de la poésie, etc. Cette présence de la forme dans l'inspiration, que c'était trahir Pasternak de ne pas essayer de le rendre. C'est pour ça que, enfin, je disais, la plupart des traducteurs français de poésie russe ont renoncé à l'ambition de traduire cette poésie en poésie française, en utilisant les règles de la poésie française, etc. Moi, j'ai essayé de le faire en assouplissant un peu les règles de la poésie française, c'est-à-dire en renonçant à la rime exacte au profit de l'assonance, souvent, etc. Enfin, bon, j'ai quand même essayé de traduire. Donc, j'ai traduit pas mal de Pasternak, effectivement, et puis je me suis occupé beaucoup plus tard, alors en 90, au moment où on célébrait le 100e anniversaire de sa mort, de publier dans la Pléiade un volume entier de l'œuvre de Pasternak, avec notamment une partie importante de sa poésie, traduite en partie par d'autres traducteurs que moi. Je ne suis pas le seul traducteur. Enfin, voilà, donc c'est un volume où il y a le maximum possible de l'œuvre de Pasternak traduit en français qui est paru en 90. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là-dessus, hein, et puis je vous laisserai peut-être me poser des questions. Oui, monsieur.
Je voulais savoir les grands chapitres, les grands thèmes de votre livre présentement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ou bien c'est ce que vous nous venez Oui, de c'est ce dire? que je viens de dire. À vrai dire, j'ai suivi dans mon livre, j'ai suivi un plan biographique. Parce que, biographique, parce que, comme je disais au début, mon ambition était de rendre cette espèce d'interaction permanente des différents éléments, l'élément biographique, l'élément de recherche poétique, l'élément politique, l'élément de l'intégration à la société nouvelle, de la révolution, etc. Mais tout ça, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire apparaître à quel point ces différents éléments sont mêlés. Donc de ne pas séparer, si vous voulez, la biographie de l'œuvre, de l'environnement politique, etc. De suivre la totalité d'une certaine façon. De faire une synthèse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené vers la langue et la littérature russe, d'une part, et puis, deuxièmement, développer le thème de la poésie comme une esquisse d'un grand tableau que serait le roman? Oui. Alors, pour ce qui m'a... Ça, c'est un peu, on touche au domaine de pas de la biographie, pas de ma biographie en tant que spécialiste de Pasternak, mais de ma biographie personnelle. J'ai fait un séjour, alors j'ai appris le russe tôt. J'ai appris le russe à l'âge de 13 ans, au cours d'un séjour avec mon père, qui était journaliste à Moscou. Alors, quand on est arrivé, j'avais 13 ans justement, quand on est arrivé à Moscou en 1945, c'était très difficile, évidemment, pour un étranger d'inscrire ses enfants dans une école russe. Je crois que mon père a fait des tentatives, mais qui n'ont pas abouti. C'est bien que nous avons passé, moi, c'est-à-dire ma sœur aînée d'1 an et mon frère plus jeune de 3 ans, nous avons passé 1 an sans aller à l'école. En fait, notre école, c'était la cour de une grande cour dans notre maison, où il y avait des enfants en permanence. Parce que le système à l'époque, je crois que ça a continué un peu, c'est que les classes se divisaient en section du matin et section de l'après-midi. Il y avait matin et après-midi, il y avait des enfants, d'autres enfants, mais il y avait des enfants. Donc il y avait des enfants en permanence et cette cour est devenue notre école de russe. Nous avons appris le russe de cette façon-là. Voilà. Et puis ensuite, lorsque on est revenu à Paris, on a continué à faire du russe. Et voilà. Je suis inscrit comme russisant à la Sorbonne. Et puis la deuxième question, donc, soit avec le docteur Zhivago, soit avec un autre roman, comment sa poésie a irrigué ses romans? Oui, mais ça, chez lui, c'est très facile à dire. En fait, si vous voulez, on en parle quelquefois comme dans un roman autobiographique, ce qui est totalement inexact, parce que la vie de Yuri Zhivago n'a rien de commun avec celle de Pasternak, ni ses origines sociales. Il est... le fils, Yuri Zhivago, est le fils d'un industriel qui s'est suicidé et il a été élevé dans une famille d'universitaires, rien de commun avec Pasternak, fils de peintre, etc. Et sa vie ensuite, au cours des années de la Révolution et de la guerre civile, n'a rien de commun non plus avec la vie qu'avait dit Pasternak. Donc ce n'est pas du tout un roman autobiographique dans ce sens. Mais c'est autobiographique aussi, dans la mesure où Zhivago, poète, incarne le principe de perception poétique de l'univers qui a toujours animé Pasternak. Et qu'au fond, le roman est une tentative de donner une forme objective au principe lyrique de sa poésie. De ne plus écrire des poèmes, mais d'écrire la vie d'un poète. La vie d'un poète imaginaire, évidemment, mais imaginée d'après sa perception de la poésie, sa vision de la poésie. Merci. Bon, je voulais poser une petite question. Qui était ce poète avec lequel vous avez été invité chez Pasternak la première fois? Écoutez, c'est un poète dont le nom a... On en a un peu parlé à l'époque, il faisait partie de la génération des jeunes poètes qui se sont manifestés à l'époque du dégel et qui étaient caractérisés justement par une certaine liberté de langage qui était impossible à l'époque stalinienne. Et après, il a émigré, comme beaucoup d'autres, il a émigré aux États-Unis, et là, il a disparu. Sa trace... Et il s'appelait Lev Khalif.
Ah, Lev Khalif. Lev Khalif. Vous connaissez? Oui, oui, bien sûr. Ah Je bon? connais par cœur, même. D'où le connaissez-vous? Alors vous pouvez nous donner justement des nouvelles de ça. Lev Khalif, mais non, mais simplement, il y a un petit poème de Lev Khalif qui est devenu l'épigraphe du livre de ma mère. Aux États-Unis, quand elle a écrit ses mémoires, ma mère, Raïssa Berg, a écrit ses mémoires, elle a mis l'épigraphe de ce livre qui s'appelle Souhavié en russe, mais en anglais, A Quiet Trace. Il est édité aussi en anglais aux États-Unis. Mais ce livre de mémoire donc, est précédé par cette épigraphe de Lev Khalif. Из чего твой панцирь черепаха? Я спросил и получил ответ. Он из мной накопленного страха. Ничего прочней на свете нет. Voilà. Alors vous avez Moi je l'ai traduit en français, ça c'est Lev Khalif. Oui. Moi je l'ai traduit en français. De quoi il est construit ta carapace? J'interroge la tortue dont la réponse me gronde. Il est de toute la crainte que toute ma vie j'amasse. Aucune matière n'est plus solide au monde. Ah, oui. Voilà. Ça c'est ma traduction. C'est des vers qui veulent dire quelque chose, c'est évident. Mais vous l'avez perdu de vue depuis ou bien vous savez? Non, mais Lev Khalif, j'ai même un recueil de ses poèmes. Il est parti pas aux États-Unis, mais après, il était publié en Israël. Ah bon, Voilà. Ah, oui. Donc, c'est tout ce que je connais, mais il est déjà mort depuis. Je suis sûre qu'il est vieux. Il était, quand vous l'avez rencontré, il était plus âgé que vous. Il ne va avoir pas beaucoup, non, il va avoir à peu près, peut-être un peu. Oui. Peut-être qu'il est vivant, alors, je ne sais pas. C'est une intéressante. Moi, je voudrais vous remercier pour ce livre que je trouve remarquablement bien écrit. Et on voit que vous avez une relation très particulière en fait avec Pasternak. C'est vrai que c'est un auteur qui est assez difficile, je trouve, en fait, d'approche. Et vous avez une telle manière d'en parler, et ce livre est tellement joliment écrit qu'on a l'impression de le connaître très très bien avec vous. Merci. Et vraiment, j'ai eu un plaisir immense à lire votre livre. Et du coup, c'est vrai que ça donne une ouverture sur Pasternak que je n'avais pas jusqu'à présent. En fait. Ça me donne envie de C'est ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de dépasser un peu des schémas qu'on a fait souvent sur tout ça. On voit que vous avez une relation très très intime avec lui, en fait. Parce que vous arrivez à l'approcher d'une manière très subtile. Et c'est vrai que c'est un auteur, je pense, très subtil, en fait. Et le fait de traduire la poésie en français, c'est toujours, moi, ça me dérange toujours beaucoup. Et je vous remercie vraiment infiniment pour ce livre, j'ai eu un plaisir immense. Merci. Et ça me donne une ouverture sur Pasternak que je n'avais pas. Merci beaucoup. Oui. Excusez-moi, moi j'ai une question qui ne touche pas au livre directement, mais Qui ne touche pas, pardon, je n'ai pas entendu le mot. qui ne touche pas à votre livre sur Oui, Pasternak, d'accord, oui. mais qui touche aux éditions originales qui ont servi à vos traductions publiées dans la Pléiade. Parce qu'il m'est arrivé de trouver sur Internet des poèmes, enfin des versions originales, mais qui sont plus longues parfois que des poèmes parus en français. Et c'est une question qui me taraude beaucoup. Je pense notamment au poème sur Venise, Oui. où j'ai pu trouver des versions de 3 ou 4 vers plus longs, par exemple. Oui. Et je me demandais s'il y avait... Alors, pour Venise, c'est très clair, et pour une partie des œuvres de Pasternak, Venise fait partie de son premier recueil de poésie, que lui-même a réédité avec des modifications et des corrections. Ces deux premiers recueils de poèmes qui dataient, donc le premier, Bliźnięstwo, oui, le jumeau dans les nuées, et Paver Barrière, par-dessus les obstacles. Et il les a republiés, donc ils datent de 1914 et 1916. Et il les a publiés en 1929 sous une forme revue, n'est-ce pas, où il les a donc abrégés, simplifiés, c'est plus facile à comprendre, effectivement. Alors, c'est aussi, c'est vrai, une particularité de Pasternak, un peu paradoxale, parce qu'on a l'impression que pour un poète, ce qui est écrit une fois est définitif. Pour lui, ce n'était pas le cas.
Enfin, ce qui était définitif, c'était l'inspiration d'où ces poèmes étaient sortis, et il lui est arrivé souvent de refaire des poèmes qu'il avait écrits. On était habitué à une première version, et puis on voyait apparaître une nouvelle. Est-ce que physiquement c'était un personnage très impressionnant ou pas? Parce qu'il était très grand. Pardon, est-ce qu'il était physiquement je n'entends pas la question. Est-ce que physiquement c'était quelqu'un qui frappait beaucoup? Non, il n'était pas très grand. Il n'était pas très grand, non, il avait une taille normale, mais il était beau. Il était beau, alors quand je l'ai connu, il était beau jeune, avec sa figure qui compare à la fois un arabe et à son cheval ou quelque chose comme ça, parce qu'il a quelque chose d'un peu chevalin dans le visage. Mais il était, oui, et bon, il a très bien vieilli. Ça se voit d'ailleurs dans les photos qui illustrent mon livre. Il y a des photos qui datent des dernières années de sa vie où il est toujours très beau. Mais j'avais l'impression qu'il était très grand parce que quand on va dans sa maison à Peredelkino, il a son manteau qui est très grand. Ah bon? Mais il était il n'était pas très grand de taille en fait, non? Il faut demander à Irina Emelianova comment il était, s'il était très grand. Non, non, pas tellement, moyen. Mais manteau, vous avez dit que manteau comment? Parce que je ne suis pas la mode, vous savez. Et vous étiez là, il y a longtemps, au musée? Il est maintenant? Il n'y a pas longtemps. Voilà, je peux vous montrer les Tout le monde le considérait comme quelqu'un de très bon. Même des femmes. trop. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques? Non? Écoutez, Il n'y a pas de questions. Il nous reste à vous remercier infiniment. Nous connaissions le romancier, le poète. Maintenant, nous connaissons l'homme grâce à vous. Et c'est vraiment une facette très très intéressante de la personnalité de Luciana que vous nous avez connue.